Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, on embarque dans la machine à remonter le temps, direction une époque où les rois de France ont voulu tout, mais alors tout le pouvoir. La question c'est comment un roi, qui au début, était juste un seigneur un peu plus fort que les autres, a pu se transformer en monarque absolu, en une sorte de super boss du royaume si on veut. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Alors attachez bien vos ceintures, on part explorer les coulisses du pouvoir. Voilà la grande question qui va lui servir de fil rouge. Comment le roi a-t-il réussi à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, un peu comme un joueur qui collectionnerait toutes les meilleures cartes? On va mener l'enquête ensemble, étape par étape. C'est parti! Ok, voilà notre programme. On va d'abord définir quelques termes importants, puis on va suivre le parcours de trois rois vraiment clés qui ont construit, brique par brique, cette monarchie absolue. On fera un petit tour par le fameux château de Versailles pour comprendre son rôle, et on finira par se demander ce qui nous reste de tout ça aujourd'hui. Pour bien se repérer, voici nos trois personnages principaux. D'abord François Ier, le roi de la Renaissance, à la fois un guerrier et un amateur d'art. Ensuite Henri IV, celui qui a réussi l'exploit de ramener la paix dans un royaume déchiré. Et pour finir, le célèbre Louis XIV, le roi Soleil, qui est vraiment le symbole de ce pouvoir absolu. Trois rois, trois époques, trois étapes cruciales. Avant d'aller plus loin, il y a une expression super importante à comprendre. Ça sonne un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est simple. La monarchie absolue de droit divin. En gros, l'idée, c'est que le roi tiendrait son pouvoir directement de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on désobéit au roi, c'est comme si on désobéissait à Dieu. C'est un peu leur argument ultime, leur carte maîtresse pour justifier un pouvoir total. Et en pratique, comment le roi fait pour tout contrôler? Grâce à un autre mot-clé, la centralisation. Imaginez un peu la France comme une immense toile d'araignée. Au centre, il y a le roi, c'est lui qui prend les décisions. Et ses ordres, ils se diffusent partout dans le royaume grâce à ses représentants sur le terrain qu'on appelle les intendants. Malin, non? C'est comme ça qu'il arrive à tout piloter depuis son bureau. Allez, on commence notre premier chapitre avec François Ier. On le connaît souvent pour son amour des arts, ses châteaux magnifiques, mais on va voir que c'était aussi un politique très, très habile. Pour renforcer son pouvoir, François Ier va jouer sur trois tableaux. D'abord, il s'impose comme un chef de guerre, avec sa grande victoire à Marignan. Ça force le respect. Ensuite, il se montre comme un roi cultivé et richissime. Il fait venir les plus grands artistes, comme Léonard de Vinci, et construit des châteaux de rêve comme Fontainebleau. C'est sa façon de dire « Regardez ma puissance ». Et enfin, il va s'attaquer à la loi. Et là, il a une idée de génie. En 1539, avec ce qu'on appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il décide que tous les documents officiels de justice ou d'administration devront être écrits en français. Fini le latin que presque personne ne comprenait. C'est une étape immense pour unifier le royaume. Un seul roi, une seule administration et maintenant une seule langue officielle. On avance dans le temps et on arrive à notre deuxième roi, Henri IV. Alors lui, il arrive sur le trône dans une France en plein chaos. Ça fait plus de 30 ans que catholiques et protestants se font la guerre. C'est terrible. Sa mission, c'est donc de ramener la paix pour que le royaume puisse enfin se reconstruire. Et pour ça, il va avoir une idée brillante, l'édit de Nantes. C'est un compromis super intelligent. D'un côté, il confirme que le catholicisme reste la religion officielle, pour assurer la majorité des Français. Mais de l'autre, et ça c'est nouveau, il accorde aux protestants la liberté de pratiquer leur religion. Et hop, grâce à ça, la paix revient enfin. Mais ramener la paix, ce n'est pas tout. Il faut aussi affirmer son autorité. Quand le Parlement de Paris, qui est très catholique, traîne des pieds pour appliquer son édit, Henri IV se fâche tout rouge. Il leur lance cette phrase célèbre « Je suis roi maintenant et parle en roi, et veux être obéi ». Le message est on ne peut plus clair. Le chef, c'est moi et mes décisions s'appliquent. Point final. Et on arrive au boss final, si je puis dire, de l'absolutisme, Louis XIV, le fameux roi Soleil. Avec lui, on atteint le sommet de la monarchie absolue. À partir de 1661, il décide de gouverner seul, sans Premier ministre. Son règne va durer plus de 72 ans, un record absolu qui va marquer la France à jamais. Regardez bien ce portrait. Ce n'est pas juste une peinture, c'est une véritable publicité pour le pouvoir du roi. Chaque petit détail est pensé pour impressionner, pour montrer à tout le monde que c'est lui le plus puissant. Ce tableau était d'ailleurs accroché dans la salle du trône à Versailles, juste pour rappeler qui est le patron. Décortiquons un peu tout ça. La couronne, bien sûr. La main de justice qui montre qu'il est le juge suprême du royaume. Le sceptre, c'est le bâton de commandement. L'épée, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est Joyeuse, l'épée de Charlemagne, pour bien montrer qu'il est l'héritier des plus grands rois.
Et enfin, ce grand manteau bleu à fleurs de lys, c'est l'uniforme du roi de France. Tout est là pour en mettre plein la vue. Louis XIV a parfaitement compris une chose. Le pouvoir, ce n'est pas juste de dire « je suis le chef ». Il faut le montrer. Et pour ça, il va créer la plus grande scène du monde, le château de Versailles. C'est beaucoup plus qu'un simple palais. C'est une véritable machine politique, conçue pour impressionner et surtout pour contrôler la noblesse. À Versailles, la vie du roi est un spectacle permanent. Tout, absolument tout, est une cérémonie, de son réveil à son coucher. Les plus grands nobles du royaume se battent littéralement pour avoir l'honneur de le voir se lever ou de lui tendre sa chemise. Et c'est là que Louis XIV est un génie. En occupant les nobles avec tous ces petits rituels, il les empêche de penser à se révolter. C'est du grand art. Mais attention, ce pouvoir absolu a aussi un visage beaucoup plus dur. Rappelons-nous, Henri IV avait choisi la tolérance avec son édit de Nantes. Louis XIV, lui, y veut l'unité, une unité totale. Alors, en 1685, il annule l'édit de Nantes. Le protestantisme est interdit. Sa devise, c'est « un roi, une loi, une foi ». Cela montre bien à quel point son pouvoir est sans limite. Il peut même effacer une loi décidée par son propre grand-père. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire ? C'est quoi, au final, l'héritage de cette longue marche vers le pouvoir absolu ? On peut résumer notre parcours comme ça. On a vu 3 rois, chacun avec sa méthode, mais tous avec le même but, rendre le pouvoir royal de plus en plus fort. François Ier a unifié le pays grâce à la langue, Henri IV l'a apaisé avec une loi de tolérance, et Louis XIV a tout verrouillé en se mettant en scène à Versailles. Chacun a posé sa pierre pour construire ce qu'on appelle l'État moderne. On peut maintenant répondre à notre question du début. Alors, comment le pouvoir du roi est-il devenu absolu ? Eh bien, en centralisant toute l'administration, en mettant au pas la noblesse, en imposant une religion unique et en utilisant l'art comme un puissant outil de communication. C'est vraiment le cocktail de tous ces éléments qui a permis la naissance du roi absolu. Allez, pour être sûr que tout est bien clair, voici le petit mémo de ce qu'il faut absolument retenir. Les quelques dates clés, les personnages importants et les définitions. C'est la boîte à outils indispensable pour bien maîtriser le sujet. Et je vous laisse avec une dernière question pour réfléchir. À votre avis, est-ce qu'on pourrait imaginer de nos jours qu'une seule personne concentre autant de pouvoir ? Ça nous paraît peut-être fou, mais cette histoire nous rappelle qu'il est toujours important de se demander qui a le pouvoir et comment il est partagé. Et voilà, notre voyage dans le temps est terminé. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre cette période. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'histoire. À très bientôt!